Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Et vous êtes professeur à la Sport Management School. Alors dans vos travaux, vous mêlez régulièrement sciences économiques, théorie économique et données footballistiques. Le dernier résultat en date de ce croisement des disciplines, c'est pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation, publié aux éditions Les Bordelots. Alors d'abord, première question, à quoi ça ressemblerait ce système de tirs au but avant les prolongations? Alors, tout simplement, on mettrait les tirs au but avant les prolongations comme son l'indique. Cette règle, si vous voulez, on est parti d'une réflexion assez mineure de se dire comment on joue aujourd'hui les prolongations sur un match de football. On se rappelle de la finale avec des champions l'année dernière, qui s'est jouée aux prolongations puis au tir au but. On se rappelle de beaucoup de prolongations dans l'histoire assez ennuyeuses quand on regarde un peu les chiffres. Et on s'est dit, mais comment faire pour intensifier cette séquence d'une demi-heure plutôt que de voir des équipes finalement attendre la séance de tir au but. On constate à chaque fois qu'il y a une réduction du nombre de frappes, du nombre de tirs, du nombre de tacles, du nombre d'actions offensives. Il y a comme une attente, si on veut, vers la séquence des tirs au but. Pendant une demi-heure, les joueurs se reposent. Un simple chiffre, depuis 1983, il y a eu 13 finales de Ligue des Champions qui sont jouées aux prolongations. Sur les 13 finales, 11 sont jouées au tir au but. Parce qu'à chaque fois, pendant les prolongations, les joueurs attendent. Alors certes, sur une ouverture, on peut mettre un but, mais dans la plupart des cas, les joueurs attendent. Donc comment faire pour intensifier cette séquence? Alors on met les tirs au but et on joue quand même la prolongation après. L'idée de départ, c'est qu'on met les tirs au but avant. Équipe A, équipe B. On met les tirs au but avant. L'équipe A remporte la séquence des tirs au but. Comme d'habitude, les mêmes règles, rien ne change. Elle remporte la séquence des tirs au but. Donc on va supposer qu'elle a un handicap, qu'elle a un avantage, et l'équipe B a un handicap. Elle a un avantage pour la prolongation qui va être jouée. La prolongation se joue. S'il y a 0-0, ou en tout cas un score de parité à la fin des 30 minutes, l'équipe A remporte le match. Donc, sachant ça, l'équipe B va tout faire pour mettre un but. L'équipe B va aller attaquer pour essayer de prendre l'avantage et mettre un but. Parce que si l'équipe B remporte la prolongation, c'est l'équipe B qui gagne le match. Donc, l'équipe B met un but pendant la demi-heure. L'équipe A va tout faire pour vouloir égaliser. Elle égalise. L'équipe B va tout faire pour vouloir reprendre l'avantage, etc. etc. Un attaque-défense en permanence. Cette séquence a été testée dans les championnats amateurs allemands et on constate que l'intensité sportive a été augmentée de 60%. 60% en plus de frappes, de tirs, d'actions, de tacles, de dribbles. 60% d'intensité de spectacle supplémentaire. C'est un système qui pourrait intéresser les télés notamment. Quels sont les éléments théoriques qui permettent de plaider pour ce système? On joue vraiment celui-ci sur le côté incitatif. Oui. Je vais inciter l'agent à aller trouver un résultat. Quand on joue les prolongations, il n'y a aucune incitation, mis à part la victoire. Mais en tout cas, il n'y a aucune incitation dans la mesure où on sait que même si à la fin il y a un score de parité, on jouera la séquence des tirs au but après. Donc là, je vais jouer la carotte et le bâton, plus la carotte finalement. Je vais dire, à la fin du match, c'est fini. L'équipe B, si à la fin des prolongations, il y a toujours 0-0, 1 partout, 2 partout, vous avez perdu. Donc l'équipe B va être obligée de vouloir gagner, va être obligée d'aller chercher la victoire. Donc je vais augmenter l'incitation sur les joueurs pour qu'ils soient capables d'aller trouver cette victoire. Donc c'est vraiment sur le côté incitatif, je vais intensifier l'incitation des joueurs de foot. Pour revenir à la séance de tir au but en elle-même, on dit souvent qu'il y a un côté loterie, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai? Que dit la théorie économique là-dessus? Ce qui est très intéressant quand on reprend l'histoire des tirs au but, leur création date des années 70. Avant 70, c'était vraiment la loterie, puisque à la fin des prolongations, à la fin des matchs nuls, il y avait un toss. C'est le toss, le pile ou face. On jouait à pile ou face entre les deux capitaines, et on avait vraiment une séquence de loterie. Maintenant, est-ce que les tirs au but sont une grande loterie, comme l'affirment certains joueurs? À mon sens, non. Et ça se remarque dans les résultats, même s'il peut y avoir des débats à ce niveau-là. Quand on regarde les différentes séances de tirs au but qui ont lieu dans l'histoire, on constate que dans 60% des cas, l'équipe qui commence la séquence remporte le match. Donc c'est pas du 50-50 comme une loterie, c'est vraiment du 60-40 en faveur de la première équipe. Et comment est-ce qu'on l'explique? Elle a un avantage émotionnel. Elle a un avantage émotionnel parce que comme elle va commencer la séance, elle n'a pas à se figurer ce qu'elle doit faire. L'équipe qui commence met ou pas un but, mais elle ne se base pas sur un objectif particulier. Elle commence. Alors que l'équipe 2, l'équipe B, qui va suivre le jeu, a une pression puisqu'elle sait qu'elle doit soit reprendre l'avantage, soit égaliser. Donc elle a une pression supplémentaire, et cette pression va influer sur son jeu et va provoquer une défaillance sportive et un échec sur les tirs au but. 60-40 et non 50-50. La véritable loterie, si on parle de loterie, c'était les pile ou face. Bien sûr. Est-ce que vos travaux permettent de renseigner sur l'importance de l'ordre des tireurs? Alors, ça aussi, c'est très intéressant quand on étudie le comportement humain et la psychologie économique, la psychologie des agents économiques. C'est qu'on va souvent considérer naïvement dans l'histoire du football que le premier et le cinquième tireur sont les plus importants. Le premier parce qu'il ouvre le jeu, il ouvre la séquence, et le cinquième parce qu'il finalise l'action, il finalise
la partie et il va aller mettre le dernier but. Et c'est souvent lui qu'on acclame, c'est souvent le 5e joueur, c'est souvent le capitaine, la star de l'équipe. C'est souvent Cristiano Ronaldo, par exemple, qui veut à chaque fois être 5e tireur, ou Didier Drogba, par exemple. Souvent les grandes stars qui veulent le dernier tireur. Quand on étudie un peu les séquences des tirs au but, avec des outils économiques, on constate que le premier tireur est effectivement important, mais le joueur le plus important, c'est pas le 5e, c'est le 4e. C'est le 4e. Parce que le 4e va donner l'indication à la conclusion de la séquence. Le 4e va simplement dire on peut gagner. Donc on peut gagner s'il reste encore un tir. En gros, le 4e tireur, s'il marque le but, octroie beaucoup plus de chances au 5e tireur de mettre le but que le premier au 2e, que le 2e au 3e, ou que le 3e au 4e. Le 4e qui met ce but octroie 33% de chances en plus au 5e tireur de mettre le but, parce que le 5e tireur se sent rassuré. Quand on commence la partie premier au 2e, 2e au 3e, 3e au 4e, il y a encore une pression. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce que va faire l'équipe adverse, on ne sait pas trop si on va réussir ou pas. Le 4e, il finalise, il donne la main finalement au 5e en lui disant « Regarde, j'ai mis ce but, à toi de terminer ». Dernière question, Pierre Rondeau. Plus largement, pourquoi est-ce que les pénaltys servent les économistes? Comment est-ce qu'ils peuvent les aider? C'est encore une fois la magie du football qui offre un outil extraordinaire à la science économique, c'est que le football est un sport mondial joué par des milliards de personnes, supporté par des milliards de personnes. Les finales de Coupe du Monde sont vues par plus de 3 milliards de personnes à la télévision. Donc on a beaucoup de données. On a des données en nombre incalculable. On a énormément de données. Et toutes ces données permettent d'aider la science économique. L'économie va utiliser les données du football pour aller prouver et justifier des grandes théories qui n'ont jamais été jusqu'ici expliquées. Je pense par exemple à la théorie du minimax en théorie des jeux. Lorsque Van Neumann l'a mis en place dans les années 50, il n'avait jamais pu la prouver empiriquement. Il l'avait étudié théoriquement, mais empiriquement sur une base humaine concrète, il n'avait jamais perçu ou prouvé la chose. Le football a permis de justifier et de prouver l'existence empirique du théorème du minimax à travers la séance des tirs au but. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le football offre un nombre très important de données qui aident l'économie. Et on imagine que vous allez continuer à exploiter cette base de données gigantesque. Et bien vous viendrez nous en reparler sur Xerfi Canal. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.